suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien Loïc. Bonjour Raphaël. Donc Julien Loïc Garin, tu es founder and CEO du Cercle. On va parler de pas mal de choses, et en particulier du French May, qui est un festival culturel français à Hong Kong et Macao, bien connu ici et dans toute la région, que tu as dirigé pendant de nombreuses années. Merci de nous recevoir. On est ici à Hong Kong, dans un quartier un petit peu artistique d'ailleurs. On est entre Shangwan et Central. Est-ce que c'est un peu le quartier des galeries ici ou Oui, alors là c'est vraiment historiquement le quartier des Antiquités, surtout sur Hollywood Road. Et puis ça s'est développé depuis une petite dizaine d'années sur Tai Ping Shan, avec beaucoup de petites galeries, notamment françaises. Donc, c'est un quartier assez artistique avec beaucoup de street art. D'accord, très, très sympa, avec aussi des cafés, des temples, quartier très agréable. Mais je vais demander pour commencer de te présenter brièvement. Donc j'ai 35 ans, je suis à Hong Kong depuis 9 ans et demi. Je suis arrivé après avoir travaillé plusieurs années à Paris dans le domaine culturel pour gérer donc le French May, qui était un projet absolument formidable pour moi puisque j'arrivais au moment de la 20e édition. Je l'ai dirigé pendant plus de 8 ans et puis ensuite j'ai décidé de m'orienter vers ma propre société de projets culturels. D'accord, donc le French May qui existe depuis 1993, c'est ça ? Absolument. Tu es arrivé à la 20e édition, ça continue encore de nos jours, donc c'est à la fois un gros festival, on va rentrer dans les détails, mais avec une longue histoire. Et comment est-ce que tu en es arrivé là ? Donc tu m'as dit, tu as commencé par faire des études qui touchaient au culturel déjà en France, c'est ça ? Exactement. En fait, assez tôt, j'ai su que je voulais travailler dans le secteur culturel, mais pas en tant qu'artiste, plutôt, j'allais dire, derrière le rideau. Et donc, t'as essayé un peu, je veux dire, ça te dit que tu t'es... Oui, alors oui, j'ai essayé, mais c'était pas... J'ai fait notamment beaucoup de théâtre et de télévision quand j'étais plus jeune, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mener les projets. C'était à la fois le côté, j'allais dire, stratégique et ensuite réalisation. Et donc j'ai fait une école qui s'appelle l'Institut d'études supérieures des arts à Paris, qui est une sorte d'école de commerce, mais spécialisée justement dans le management de projets culturels. Donc ça va former à la fois des gens qui veulent être commissaires-priseurs, directeurs de galerie ou dans mon cas directeur d'institutions culturelles. Donc on va être formé aussi bien à la finance, au management, à la comptabilité que à la recherche de fonds, qui est un sujet évidemment très important dans le secteur culturel. Et donc après avoir fait mon master 2 à Paris, j'ai travaillé pour la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, qui était le projet que Pierre Berger Yves Saint Laurent avait initié après la fermeture de la maison de couture pour conserver les archives et en faire un musée ouvert au public. Qui était à Paris Qui est à Paris. Alors ils en ont ouvert un à Marrakech également, qui était un endroit cher à leur cœur. Et donc aujourd'hui ça s'appelle le musée Yves Saint Laurent, qui fonctionne très très bien. J'ai eu la chance de m'occuper pendant quelques années des expositions du musée, avant d'être appelé à Hong Kong. J'avais la chance de connaître le conseiller culturel de l'époque, Gilles Bonnevial, et le consulat de France, qui était vraiment l'organisateur et l'initiateur du French May depuis 1993, et le président, puisque le French May a un conseil d'administration issu de personnalités locales. En fait, c'est une charity hongkongaise à l'origine, souhaitait, à l'occasion de la 20e édition, développer le festival et lever un peu plus de fonds. Et donc il y a un poste qui a été créé à ce moment-là et j'ai rejoint le festival. Est-ce que tu étais déjà allé en Asie à ce moment-là ? J'étais jamais allé en Asie. Donc tu étais à Paris, tu as cette opportunité. Voilà, qu'est-ce que tu te dis, toi, là, il y a quand même Alors, en fait, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, je connaissais évidemment pas l'Asie et pas Hong Kong, donc je suis venu passer 2 semaines de vacances en amont du poste pour voir si en effet je me plairais ici et puis pour passer un entretien. Et j'ai eu un coup de foudre avec Hong Kong, donc je me suis dit, allez, on y va, ça sera 1 an ou 2, et puis 9 ans et demi après, je suis toujours là. À la fois parce que c'était une aventure formidable, culturelle et humaine, et puis aussi, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour la ville et pour les gens ici. Est-ce que tu revois le Hong Kong, tes premières impressions de Hong Kong à l'époque,
Est-ce que tu as eu un choc culturel? Et maintenant que tu connais bien Hong Kong, maintenant c'est un peu chez toi. Est-ce que tu peux te revoir avec tes yeux de l'époque? Oui, je pense que ce qui m'a plu tout de suite, c'est à la fois l'énergie de la ville, qu'on sent en fait, même en arrivant simplement. Je trouve qu'il y a un vrai dynamique. La ville est physiquement assez formidable, évidemment, entre cette île et ces montagnes. Donc je me rappelle de ça. Et puis quand je suis arrivé en 2011, il faut se souvenir qu'au niveau culturel, on n'était pas du tout dans le même paysage qu'aujourd'hui. La foire d'art Basel Hong Kong n'existait pas. Le musée de M+ était encore vaguement dans les cartons. Et il y avait très peu de galeries. C'était le moment où finalement les grandes galeries comme Perrotin, Gagosian, White Cube s'installaient tout juste. Donc on était dans un paysage culturel beaucoup plus balbutiant. Ce qui était vraiment intéressant justement parce que il y avait beaucoup de choses à faire. On arrivait dans un terrain un peu moins conquis et un peu plus à défricher. Donc c'était très intéressant. D'accord. Et donc le French May, donc on est passé très rapidement, mais explique-nous un peu plus qu'est-ce que c'est que le French May. Peut-être que tu peux citer quelques exemples d'expositions ou d'événements majeurs qu'il y a pu avoir ces dernières années. Absolument. Donc le French May était déjà un festival qui existait depuis 20 ans, qui avait une place importante puisque c'était le premier et quasiment le seul festival culturel étranger, si on peut dire, donc qui présentait des contenus liés à une culture étrangère, à la culture chinoise. Il faut savoir que donc le grand festival à l'époque c'était le Hong Kong Art Festival qui existe toujours, qui était un grand festival en février-mars plutôt dans le domaine du spectacle vivant. Et la spécificité du French May c'était d'être non seulement donc lié à la culture française, mais aussi d'être un festival pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le festival présente des spectacles, mais aussi des expositions, du cinéma, du design et de la gastronomie. Donc c'est assez riche. Le festival, comme son nom l'indique, a lieu en mai, mais aussi en juin, puisque en 2012 quand je suis arrivé et puis ensuite aujourd'hui, le festival c'est à peu près une centaine d'événements. Alors année Covid exclue évidemment, mais sinon sur une longue période de temps, voilà, 2 mois, une centaine d'événements, donc c'est voilà. vraiment massif quoi. Voilà. Et le French May, donc c'est à la fois des projets qui sont directement organisés par la structure French May et aussi des projets associés qui sont menés par les galeries et les institutions locales. Donc un peu comme un off d'une certaine manière. Ce qui donne une grande dynamique et ce qui montre en fait l'importance du festival puisque chaque année les acteurs culturels se mobilisent aussi pour présenter des contenus français, que ce soit inviter des artistes, que ce soit monter des spectacles de danse par exemple, de contenus français pendant cette période de mai et juin. D'accord, et donc pour citer quelques noms, j'ai regardé, j'ai vu qu'en termes de concerts, il y a eu Mathieu Chédid, Ayam, des spectacles comme Zingaro, le spectacle équestre, donc je ramenais les chevaux, je sais même pas comment. Ouais, ça a été par avion, c'était les chevaux par avion, ok. Ouais, ça c'est alors justement l'année 2012 quand je suis arrivé, était donc cette 20e édition a été assez spectaculaire parce que donc comme je disais, il y avait une ambition forte. D'à la fois monter plus de projets et lever plus d'argent, et on était dans cette espèce de bouffée d'oxygène culturel à Hong Kong. Donc il y avait aussi une volonté importante à la fois du gouvernement, des institutions, mais aussi des acteurs de mener beaucoup de projets. Et donc on a eu la chance de pouvoir organiser une grande exposition Picasso, notamment au musée du Heritage de Hong Kong. Cette exposition était un peu sans précédent puisqu'on a fait venir 53 toiles et sculptures de Picasso qui venait du musée Picasso qui était à l'époque fermé pour rénovation, donc ça a permis d'avoir une collection très importante. Et cette exposition a attiré 350 000 visiteurs, ce qui était un record absolu, ce qui était encore un record, mais ce qui était vraiment à l'époque un grand record, à Hong Kong pendant 3 mois. Et puis donc on a eu d'autres projets comme par exemple le ballet de l'Opéra de Bordeaux et Zingaro que tu mentionnes, où nous avons réussi à faire venir 6 chevaux par avion qui sont ensuite et qui ont été ensuite présentés dans un théâtre, et donc les chevaux étaient sur scène en plus, ce qui est assez atypique, mais les chevaux étaient directement sur le plateau de scène. Une scène moi j'ai vu Zingaro à Paris, c'est vers Aubervilliers. Oui, c'est exactement, ils sont près de Versailles. En plus à un cirque, voilà, exactement. Par terre, mais là tu dis que c'était une scène comme une scène de théâtre. Exactement,
Ils étaient sur un plateau théâtre. D'accord. C'était un spectacle plus petit en termes de chevaux, nombre de chevaux. Voilà, que Zingaro était déjà venu et le cadre noir de Saumur était aussi déjà venu par le passé dans des chapiteaux montés spécialement. Le cadre noir de Saumur. Le cadre noir de Saumur, c'est aussi c'est plutôt une forme de spectacle de chevaux militaires, de parade. D'accord. Mais c'est aussi une grande performance française dans le cadre hippique. Et ils étaient venus par le passé, mais sous une forme de chapiteaux montés, comme le Cirque du Soleil par exemple. Alors que là, la spécificité de ce spectacle, c'est qu'il était dans une salle de spectacle normale, j'allais dire. Donc c'était assez incroyable. Et donc ça fait partie des choses qu'on a réussi à mener lors de l'édition 2012. On a aussi fait venir des grandes sculptures de Bernard Venet, qui est un sculpteur de sculptures monumentales, donc des sculptures qui font 7 tonnes, qui étaient présentées devant le Cultural Center de Hong Kong aussi. Donc ça, c'est plus par bateau, j'imagine. Et ça, c'est venu par bateau, exactement, et par grue ensuite qui les ont mis sur la berge. Donc voilà, on a eu une série d'exploits sur cette année-là qui était assez formidable et qui a ensuite été un peu un souffle qui a permis de porter le French May dans les années suivantes avec une succession de grands événements, l'exposition Monet en 2016, Louvre en 2017. Et puis des grands spectacles. Donc on a fait venir une partie des danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris. Par exemple, voilà. J'ai noté Philippe Découfflet aussi, c'est peut-être plus exactement. Vieux, non, Philippe Découfflet qui sont venus aussi. On a eu Angelin Prel-Jocage, enfin de grandes compagnies de danse régulièrement. Et puis ensuite aussi des choses qu'on a pu mener avec des Hongkongais, donc notamment Opéra Hong Kong par exemple, qui est une structure locale avec laquelle on a produit chaque année des grands opéras. Donc d'opéra contemporain, de musique classique française. Parce que l'opéra chinois ici est très connu, mais on a monté par exemple Carmen, on a monté Roméo et Juliette, donc des productions d'opéra assez importantes. Et puis on a même aussi fait des choses un peu plus atypiques. Par exemple, on a monté un petit spectacle de cabaret avec le Théâtre Noir, qui est une structure hongkongaise. Et donc on a recréé comme ça un format de cabaret parisien en 2013. D'accord. Et donc toi, quand tu arrives, en quoi consiste ton poste ? Là, de ce que je comprends, là, ça a donné, je sais pas si c'est juste ta contribution, mais le French May a pris un second souffle pendant quelques années. Alors, comment ça se passe concrètement, quoi ? Tu débarques de France. Oui, exactement. Alors, l'univers. Exactement. Alors, c'est loin d'être seulement ma contribution, bien sûr. On travaillait notamment à l'époque encore très très étroitement avec le consulat, qui a des équipes culturelles, et donc le rôle était à la fois la programmation. Donc, c'est-à-dire quel contenu nous allons faire venir, en lien étroit avec le gouvernement de Hong Kong, puisque la plupart des salles, que ce soit les musées ou les salles de spectacle, sont mises à disposition par les services culturels de la ville. Donc il y a un travail très étroit entre les services culturels français, les services culturels de la ville. Les salles, les espaces, etc. à Hong Kong, je suppose que c'est particulièrement difficile. Alors c'est particulièrement difficile, exactement. Vu le manque d'espace, le coût de l'espace. Exactement. Ici, donc c'est particulièrement difficile parce que, et notamment on se remet quelques années en arrière, donc tout le West Kowloon Cultural District qui aujourd'hui est assez important n'existait pas encore. Donc j'allais dire la ressource en salle de spectacle notamment est assez limitée, avec beaucoup d'acteurs qui se battent évidemment pour pouvoir en disposer, que ce soit les acteurs locaux, les compagnies de théâtre et de musique ou nous, pour avoir à la disposition des salles. Et puis pareil pour les musées, il y a un certain nombre de musées, mais on n'a pas non plus une offre aussi large. Donc il fallait pouvoir travailler très étroitement avec le gouvernement. Et c'est là où on se rend compte que le French May est considéré de manière importante par à la fois le public local, puisque plus de 80% du public sont des Hongkongais locaux. Et donc c'est là où on se rend compte que le festival est important, puisque les autorités nous mettent à disposition donc ces salles, que ce soit les musées ou les salles de spectacle, pour pouvoir présenter nos contenus. Et donc ça c'est une grosse partie du travail de voir donc dans la programmation qu'est-ce qui fait sens ici, comment aussi on arrive à avoir cette diversité comme je le mentionnais, c'est-à-dire présenter de la danse, de la musique, du théâtre, des expositions, du cinéma, mais aussi bien des œuvres patrimoniales que des œuvres plutôt contemporaines. Donc tu mentionnais Hayam, donc on avait à la fois par exemple du Mozart dans des salles de spectacle avec des orchestres classiques, mais aussi de la musique plus contemporaine qui souvent d'ailleurs était organisée avec l'Alliance française de Hong Kong, qui est très dynamique dans le domaine du jazz et de la musique actuelle, pour pouvoir nous aider, puisque évidemment le French May
ne peut pas mener ça tout seul. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui ensuite interviennent pour aider à la programmation, à la vente des billets, à la promotion. D'accord, justement, donc la programmation d'abord, trouver les espaces. La programmation et trouver les espaces, ça c'est clé. Une fois qu'on a ça, il faut aller à la recherche des soutiens financiers, puisque le French May n'est soutenu financièrement ni par les institutions culturelles françaises, ni par les institutions hongkongaises. Donc il n'y a pas d'argent public, sauf de très rares cas quand il y a des grandes expositions. Par exemple, le gouvernement hongkongais va mettre un peu d'argent via ses musées, mais sinon il n'y a pas d'argent public dans le French May. Et donc les tickets couvrent quel pourcentage? Les tickets couvrent 10%, à peu près 10 à 15%. La billetterie est très faible. On se rend pas compte. La billetterie est très faible, d'abord parce que à Hong Kong, il y a de manière générale une politique d'accessibilité très forte, c'est-à-dire que contrairement à la France, un billet d'opéra, mettons à Paris, à l'Opéra de Paris, ça peut aller de 300 € à 50 €, mais parce qu'une grande partie est couverte par des fonds publics. Et puis que les gens sont habitués à payer très cher pour une place d'opéra. Ici à Hong Kong, on était en dessous de 1000 Hong Kong dollars, donc ce qui est un équivalent de 100 €, disons, pour les places les plus chères, et jusqu'à des places ensuite pour les étudiants à 10 €. Donc la recette est assez faible. Et ensuite, les expositions sont pour la plupart gratuites. Soit gratuite, soit quand c'est dans les musées de Hong Kong, entre 20 et 30 Hong Kong dollars de billets. Donc c'est une recette très faible. Et donc la billetterie est assez faible. Et c'est là où interviennent les recettes de mécénat. Alors il y a à la fois une pratique très forte à Hong Kong du mécénat et sponsoring qui est un peu hérité de l'époque coloniale et britannique. Et puis il y a aussi beaucoup de soutien à amener dans les domaines éducatifs, puisque j'en ai pas encore parlé, mais un des grands volets du French May, c'est aussi les aspects éducatifs et pédagogiques, c'est-à-dire qu'en plus des expositions ou des spectacles, il y a des grands volets d'éducation culturelle, donc de masterclass, de workshops, de moments aussi de ce qu'on appelle les sharing sessions, après les spectacles par exemple. Les artistes restent et puis échangent avec le public sur leur expérience du spectacle. Et puis c'est un peu la même chose dans le domaine des expositions. Il y a aussi des visites guidées gratuites, beaucoup d'ateliers pour le public en situation de handicap ou défavorisé qu'on va faire venir spécialement parce qu'il n'a pas la chance de pouvoir voir du contenu culturel régulièrement, donc on va organiser des choses. Très souvent avec le Hong Kong Jockey Club, qui est donc une institution très spécifique hongkongaise, qui est en fait, si on prenait en France, c'est un peu l'équivalent PMU française des Jeux. Donc leurs recettes sont tirées des paris hippiques qui ont lieu chaque semaine au champ de course, de tous les paris liés au foot, à la loterie, etc. Donc c'est une institution très très riche, mais qui reverse 70% de ses recettes au culturel, à l'éducatif et au caritatif, en fait, tout ce qui est le domaine de la santé, par exemple. Ouais, ils sont assez omniprésents. Ils sont très très présents. Ils sont très très présents. On voit partout des maisons de retraite au nom du Jockey Club. Voilà. Enfin, en fait, c'est quand même la 6e charity la plus importante au monde en termes de donations. Financée juste par les courses équestres de Hong Kong. Oui, en grande partie. C'est très important. C'est des chiffres déments. Ils contribuent à 17% des recettes de l'État à Hong Kong, donc c'est très important. Et ils sont très impliqués dans les domaines culturels. Donc tous les programmes éducatifs du French May sont financés généralement par le Jockey Club. Et les grands projets d'exposition et de spectacle souvent aussi reçoivent une donation spéciale. Donc ça contribue déjà. Donc c'était un des sponsors importants. Alors ça ne l'était pas quand je suis arrivé, et puis c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place justement à l'occasion de la 20e édition et de cette exposition Picasso. Parce que donc, toi le financement, donc tu as ta programmation, et après tu vas taper aux portes pour le financer, c'est ça? Exactement. Et donc typiquement donc le Jockey Club, mais après ça peut être quoi, des riches familles, des fondations? Alors tout le monde. En fait tout le monde. Il y a deux grands moyens de financer le French May. Il y a ce qu'on appelle les Friends, donc comme un peu partout dans les amis du festival, qui sont souvent des donateurs privés. Donc la donation commence à 20 000 Hong Kong dollars jusqu'à 1 million. Donc c'est le portfolio, j'allais dire, de donateurs est très large. C'est des gens qui sont passionnés par l'art et la culture, et ensuite c'est des grandes familles qui ont une vocation philanthropique via leur fondation souvent, qui ont une vocation philanthropique et éducative, et donc qui vont soutenir le festival. Et puis ensuite il y a le soutien via, un peu plus classique de mécénat via des paliers. Donc vous êtes mécène bleu, blanc, rouge ou mécène or, argent et bronze, avec des paliers, et qui là sont plutôt du mécénat affecté à un projet en particulier.
Donc par exemple, une grande banque française va décider de soutenir le ballet qu'on fait venir cette année, ou l'exposition, ou bien le spectacle de jazz par exemple, avec en échange des contreparties, bien entendu de visibilité, donc logo présent sur les affiches et sur tous les programmes, et puis un certain nombre de tickets qui vont leur permettre de faire du réceptif pour les clients, ou parfois pour de l'incentive aussi pour leur personnel. Et on parle d'un budget global de combien? Le budget global, selon les années, mais on va dire c'est une enveloppe d'à peu près 30 millions de Hong Kong dollars. D'accord, Voilà, 3 millions d'euros à peu 3 près. millions d'euros. D'accord. Il y a des années plus ou moins importantes, il y a des années un peu moins importantes. Tu as toujours réussi à boucler tes budgets, parce que tu as quand même une période de temps assez courte pour, quand tu as une programmation ambitieuse. Oui, alors on arrive toujours à boucler les budgets dans le sens où on programme en fonction de ce qu'on arrive à lever aussi. C'est-à-dire que on a plutôt eu de la chance dans le sens où on a réussi à presque toujours boucler l'ensemble de ce qu'on s'était fixé comme programmation. Mais puisqu'on fonctionne un peu, j'allais dire, à l'envers, on va programmer tout ce qu'on a réussi à financer. Et malheureusement, il y a des projets chaque année qu'on souhaite présenter, qui n'ont pas trouvé de mécènes, ou pour lesquels on n'a pas réussi tout à fait à boucler le tour de table financier, et donc qui n'ont pas lieu, qui sont soit reportés à l'année suivante si c'est possible, soit parfois, parce qu'ils sont dans le cadre d'une tournée asiatique, n'ont pas lieu. Donc c'est sûr que ça donne cette flexibilité aussi, du coup, de pouvoir jouer avec l'enveloppe qu'on va réussir à lever. Comme tu le mentionnes, c'est un temps assez court, puisque généralement on programme un an et demi en amont, 2 à 3 ans pour les grandes expositions, mais sinon un an et demi en amont, et on a tout juste un an quasiment, c'est-à-dire qu'on finit un French May et on s'attaque à la levée de fonds du suivant dès le mois de septembre en général, jusqu'au mois de mai. Donc en effet, ça fait des délais assez courts. Le French May a la chance d'exister depuis 30 ans, donc d'avoir aussi des partenaires qui sont très fidèles et récurrents, et qui d'une année sur l'autre planifient un budget pour le soutenir, donc c'est une chance. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté, enfin en tout cas ce challenge, on va dire, de matcher les attentes et les intérêts d'un partenaire avec la programmation qu'on se fixe, puisque le French May ne se fait pas dicter, j'allais dire, sa programmation par les partenaires. On présente une programmation et ensuite on essaie de convaincre les mécènes de la force de cette programmation, de son intérêt pour la scène culturelle hongkongaise aussi, c'est l'objectif. D'accord. Et donc une fois que tu as bouclé ton budget, là j'imane que tu rentres un peu dans le dur, où il faut organiser les festivals pour de vrai. Voilà. Donc là on rentre dans la partie à la fois logistique, c'est-à-dire, on le mentionnait par exemple, pour des spectacles ou pour des expositions, il faut faire venir les contenus depuis la France. Donc, ce qui rend les choses compliquées dans une année comme le Covid, par exemple, où le transport de personnes a été extrêmement perturbé, et donc le French May 2020 a été limité, puisque on n'a pas pu à ce moment-là, je travaillais encore avec le French May, on n'a pas pu faire venir d'artistes français, puisqu'ils étaient soumis à quarantaine ou à fermeture des frontières, donc c'est très compliqué. J'ai eu la chance d'aller au théâtre à Paris, là, il y a un mois, il y a eu une petite fenêtre de tir. Je crois que c'était la dernière représentation, ils allaient refermer et passer un peu online, faire ce qu'ils pouvaient, mais on sentait que c'était difficile, qu'on avait droit à un speech avant le début, quoi. C'est exactement difficile. Et donc ici, les salles ont été fermées, mais pas tellement, mais en tout cas, c'est surtout qu'on pouvait pas faire venir de contenus. Et j'y pense, j'ai vu 2 pièces de théâtre à Paris récemment, et la première, les artistes ont été infestés par le Covid. A posteriori, une semaine après, on nous a dit 2 artistes qui étaient sur scène, qui eux bien sûr n'étaient pas masqués, tout public était masqué, ont attrapé le Covid. Voilà, donc en effet... Une petite anecdote Covid. Donc c'est vrai que... Et donc tu me disais, c'est 150 événements en moyenne, l'ordre de grandeur, et donc tu avais une équipe de combien de personnes, et c'est un travail dément d'organiser tout ça, quoi. Oui, c'est un gros festival, c'est pour ça que beaucoup de gens, c'était toujours un peu la blague, beaucoup de gens nous demandaient qu'est-ce que vous faites le reste de l'année quand le French May, pendant que c'est pas le mois de mai. Non, c'est un travail très important, évidemment. Il y a une petite dizaine de personnes qui travaillent selon les années sur le festival, c'est beaucoup de travail, et après, comme je le mentionnais, les 150 événements sont pas tous organisés par l'équipe du French May, heureusement. Il y a les galeries, les compagnies de théâtre locales organisent une partie des événements. Donc là, vous chapeauez, vous coordonnez, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails de réservation du billet d'avion, l'hôtel, Heureusement non. Heureusement non. Mais par contre, pour les projets qui sont organisés directement par le festival, il y a toute une partie logistique, en effet, de réservation d'hôtel, réservation de billets d'avion, de coordination des visas, et surtout ensuite de communication, puisque évidemment, comme je le mentionnais, puisque c'est le French May lui-même qui vend ses propres tickets et ses billetteries, il y a toute une partie importante de marketing.
donc qui est soutenu par une brochure, un site internet et évidemment des réseaux sociaux, qui commence généralement au mois de février-mars selon les années, ça dépend. Mais en tout cas, quand je m'en occupais, on était voilà sur les mois de février et mars pour faire une campagne de presse aussi. Et le festival a eu la chance de toujours être très soutenu par les médias et donc de pouvoir bénéficier d'une très belle couverture presse. D'accord, très bien. Non, j'en suis témoin. J'ai vu ça à plusieurs reprises à Hong Kong. Et donc tu nous parlais donc des spectateurs, des gens qui visitaient le festival, qui étaient essentiellement hongkongais, aussi bien sûr des étrangers de par le côté international de Hong Kong. Quel est un peu le goût des gens ici? Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années en fonction des réactions du public? Alors c'est une question intéressante et c'est un petit peu difficile à le définir. Très clairement, on voit dans le succès des projets que les grands noms, c'est-à-dire les choses un peu connues, attirent plus, évidemment. Je pense que c'est partout pareil, hein. Mais en tout cas, le French Make, quand je m'en occupais, a toujours essayé d'avoir un volet aussi d'éducation à l'appréciation culturelle, dans le sens où, comme je le disais, on présente de la culture française, donc qui est étrangère, à la culture locale. Il y a un certain nombre de références qui ne sont pas les mêmes, qui sont des références historiques parfois, qui sont des références à la culture populaire que les Hongkongais n'ont pas pour certaines de nos œuvres. Et donc, en tout cas, quand on présentait notamment des expositions, je me suis toujours attaché à être très didactique dans la façon dont on présente et à faire en sorte que les panneaux de salle, les panneaux explicatifs ne soient pas, comme on peut le trouver parfois à Paris, un peu élitiste, un peu compliqué, et partant du principe que tout le monde connaît ce dont on parle, mais au contraire réexpliquer par exemple pourquoi Picasso était un artiste important. Certes, c'est un grand nom, certes il est connu, notamment parce que ses œuvres sont parmi les plus chères dans les ventes aux enchères et autres, mais justement pourquoi, en quoi il a révolutionné l'histoire de la peinture, en quoi il a apporté quelque chose de différent, et donc il a marqué un tournant dans l'art. Et donc c'est ça qui en fait quelqu'un d'important. Et donc ça, c'est la façon dont on a toujours essayé de présenter les contenus. Et c'est pareil dans le domaine du spectacle, où par exemple, quand on présente des grands spectacles de danse qui parfois font référence à d'autres œuvres de la danse. Je prends pour exemple quand on a présenté, on parlait de Découfflé par exemple, ou de Angelin Price-Jocage, ils font référence parfois à des œuvres précédentes de la danse très connues, qui sont pas forcément connues ici. Donc du coup on s'attachait beaucoup, à la fois dans les programmes de salle ou même dans nos communications de presse et marketing, à expliquer. D'accord. À quel point voilà, ça s'intègre dans une histoire de l'art, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on connaît pas les références qu'on ne peut pas pour autant apprécier la beauté de l'œuvre. Et en fait, c'est aussi ce qui est beau dans l'art, c'est que vous pouvez voir un Picasso être touché par le travail de Picasso sans savoir que ça déconstruit tout ce qui a été avant lui. Et donc c'est ça aussi qui est riche, c'est de pouvoir aussi dire aux gens, oublier le côté un peu intimidant peut-être de l'art et de vous dire oh là là, je dois savoir et connaître. Non. Allez simplement voir une œuvre, que ce soit une œuvre de spectacle ou que ce soit une œuvre picturale, pour l'émotion qu'elle va vous procurer, pour la beauté de l'œuvre, et laissez-vous simplement emporter par ce qu'elle suscite. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, et je pense que c'est le retour qu'on a eu beaucoup du public est celui-ci, de dire tiens, vous apportez quelque chose qui est différent puisque venant d'une culture différente et donc un regard différent, et c'est très intéressant. Ça nous crée une émotion qui est différente de celle qu'on va avoir en voyant de la calligraphie chinoise ou des grandes œuvres, enfin des céramiques par exemple, enfin des choses qui sont des techniques beaucoup plus communes à l'art chinois. D'accord. Et justement, enfin tu parles de tout ce côté pédagogique. Est-ce qu'il y a des résultats tangibles après toutes ces années du French May? Enfin, j'imagine que ça fait forcément rayonner la France, mais comment tu vois ça je pense les résultats pour moi ils sont du fait qu'on a beaucoup de public qui revient nous voir, comme je le mentionnais, beaucoup d'institutions culturelles locales qui vont aussi continuer à vouloir présenter des artistes. Et aussi des artistes locaux qui du coup s'intéressent à créer des œuvres. C'est-à-dire que de par ce travail pédagogique, on a mis en place beaucoup de résidences, beaucoup d'échanges, beaucoup de masterclass, et on le voit notamment dans le domaine du spectacle, ça a permis des échanges de techniques aussi. Alors on a même des œuvres qui ont été créées, par exemple en 2015, Emmanuelle Vaudine, qui est une chorégraphe française, avait créé une œuvre avec ici le West Kowloon Cultural District et des danseurs locaux à chorégraphier une œuvre, donc avec des techniques et une manière française.
et des danseurs hongkongais. Et justement, parce qu'elle a vu qu'ils avaient aussi des techniques un peu différentes, elle a adapté son œuvre différemment. Donc il y a un certain nombre de dialogues, et pour moi, l'un des résultats les plus forts, c'est quand justement les artistes français qui viennent ici, après avoir délivré des masterclass et des ateliers pendant plusieurs jours, nous disent « c'est formidable, j'ai moi aussi appris ». C'est-à-dire que j'ai eu un retour avec des questions, finalement, avec un œil un peu nouveau, si on peut dire. Et du coup, nous disait, ça m'a redonné finalement du recul, ça m'a donné une lecture différente du travail que je mène depuis 20 ans, parce que peut-être que quand je le mène en France avec des Français qui ont une technique française, ils se posent pas certaines questions que finalement des Hongkongais vont redécouvrir des choses, et donc ça leur permet de redécouvrir leur travail. Et réciproquement, en voyant ici des spectacles locaux, des techniques locales, notamment avec les arts martiaux qui sont des techniques assez fortes ici, ou l'opéra cantonais, ça leur donne un regard assez différent sur leur propre art, et ça influence aussi des choses. L'un des artistes français, Mourad Merzouki par exemple, a travaillé beaucoup avec Taïwan, a monté un spectacle qu'on avait présenté qui s'est inspiré d'un conte taïwanais. Alors ça s'appelle La Fresque, le spectacle, et en gros c'est quel type de... c'est de la danse contemporaine. D'accord, Taïwan étant bien connu pour voilà. la danse contemporaine. C'est de la danse contemporaine d'ailleurs, à tendance hip-hop. Une meune en particulier, Cloudgate, qui est un groupe de danse à renommée mondiale, je crois. Exactement. Et donc Mourad Merzouki est allé à Taïwan, a découvert à la fois des danseurs et des techniques. Ce conte de La Fresque, qui est un conte d'un jeune homme en fait qui tombe amoureux d'un tableau, d'une femme dans un tableau, et donc à force de contemplation, finalement il rentre dans le tableau, et donc il a créé cette chorégraphie autour de ce conte, et avec des danseurs locaux, et donc il a intégré aussi des techniques locales de Taïwan, et donc ça c'est un spectacle qu'on avait présenté en 2017 ou 2018 si je ne m'abuse. Justement ça rayonne un peu sur la région, donc Taïwan, alors il y a les nuits blanches qui sont organisées à Taïwan, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la région comparables? Est-ce qu'il y a des synergies qui sont créées? Oui, alors le French May, donc, qui a été le premier en termes historiques il y a 30 ans bientôt, ensuite essaimé un certain nombre de festivals, notamment Croisement en Chine, qui est un très très gros festival aujourd'hui, qui couvre l'ensemble du territoire chinois, et là aussi sur un modèle French May, c'est-à-dire pluridisciplinaire, et dans différentes villes. Donc il est évidemment très très gros en termes de nombre d'événements et de différence des événements. Il a lieu à peu près au même moment sur les mois d'avril à juin. Il y a aussi des choses donc très fortes, comme on disait, à Taïwan, au Japon et en Corée en termes de danse, et à Singapour. Et donc souvent une partie. Voilà Singapour. Singapour, mais alors qui maintenant est au mois d'octobre. Ouais. Mais en tout cas, il y a aussi dans la période du mois de mai beaucoup de choses. Et donc généralement, les spectacles, les expositions sont aussi organisés en tournée pour à la fois des questions de coût et aussi des questions, j'allais dire, d'énergie, parce que quand les artistes viennent aussi loin, l'idée c'est qu'ils puissent présenter leurs spectacles et leurs expositions au plus grand nombre. Et donc, on travaille très étroitement avec tous ces festivals pour pouvoir faire tourner les contenus dans la région. D'accord, donc une présence régionale carrément. Et après, donc toutes ces années, tous ces événements, est-ce qu'il y a un projet, un spectacle qui ressort, qui a peut-être été, je sais pas, une aventure à organiser, j'imagine que tout s'est pas toujours passé très bien, il y a avoir des... Tout s'est pas toujours passé très bien, mais globalement... J'espère qu'il y a une conclusion. Oui, on a eu... Mais en termes d'aventure que tu as pu vivre... Non, il y a eu des hiccups pour plein de choses, évidemment, mais toujours... Enfin, j'ai pas de mauvais souvenirs de quelque chose qui se soit vraiment mal passé, au contraire. Pour moi, mon meilleur souvenir, c'est toujours l'exposition Picasso, parce que je venais d'arriver à Hong Kong, donc en effet je découvrais tout ça, c'était une exposition assez formidable. Elle s'est organisée en très peu de temps, puisque au mois de février de l'année 2012, pour une exposition qui s'ouvrait en mai, je suis allé voir l'exposition à Chengdu pour quasiment la première fois. Donc beaucoup de choses s'est organisées en très très peu de temps, et avec beaucoup de soutien des institutions locales, mais pareil, on a bouclé le budget un peu de manière... j'allais dire de manière miraculeuse en très peu de temps. C'était un budget à l'époque de 4 millions d'euros rien que pour l'exposition, donc on parle d'un budget très important.
c'était des choses sans précédent. L'expo se trouvait où à Hong Kong? L'expo était au Heritage Museum de Châtine. D'accord. Donc là encore, c'était une première d'aller dans les nouveaux territoires. Oui, qui est un peu excentré, Châtine. Voilà, au centre de Hong Kong. c'est excentré par rapport au centre, mais c'est un gros bassin de population, donc c'est là justement aussi, c'est un peu le cœur de Hong Kong d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un très beau succès d'exposition. C'était un peu la première fois que le French May allait si loin. Le French May à l'époque c'était un budget 4 fois moindre, donc c'était un peu une première d'imaginer lever autant d'argent. Donc ça a été une aventure comme ça, et c'était 53 œuvres de Picasso, donc c'était beaucoup. Donc pour moi ça reste un peu, évidemment, mon premier succès, c'était un très très beau succès pour le French May. On a fait 350 000 visiteurs, donc il y avait la queue pour aller voir une exposition, ce qui était une première. Donc voilà, elle coche plein de cases un peu formidables. Et puis comme je venais d'arriver, j'étais un peu innocent et heureusement et naïf, et donc pensais que tout pouvait être possible. Sinon je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Donc ça c'est génial d'avoir un peu la magie du début. Donc pour moi c'est un des meilleurs souvenirs de mon histoire au French May. D'accord. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu conseilles en termes donc la scène artistique à Hong Kong. J'avoue que moi je m'intéresse un petit peu, je vais voir des expositions, je vais voir des spectacles, et j'ai vécu avant à Pékin, donc Pékin comme une ville où la vie artistique est assez riche. Même à Taïwan, donc on a parlé de toute cette scène de danse, etc. Mais ici, j'ai moins accès enfin, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait l'effort, ou que les choses sont un peu plus dispersées. Enfin, tu parlais de galeries, par exemple. Les galeries, elles sont un petit peu cachées à droite, à gauche, il faut aller les chercher. Alors, donc, qu'est-ce que tu nous conseilles, et des conseils pratiques pour vivre une vie culturelle à Hong Kong? Alors, la difficulté, en effet, c'est surtout que jusqu'à présent, il n'y a pas de plateforme vraiment qui rassemble l'ensemble de l'activité culturelle. C'est un peu dispersé. Ensuite, sans doute, à la différence de Pékin ou de Taïwan, il y a un peu une séparation entre les projets western, je vais dire, et l'art local, avec notamment très peu de gens très peu d'expats, en tout cas, ou de Français, qui vont penser aller voir de l'opéra cantonais ou des spectacles de danse locaux. Soit parce que d'une part, on a l'habitude de vivre dans un périmètre restreint. À Hong Kong, on va rarement un peu loin. Et donc, beaucoup de choses se passent dans les différents théâtres du gouvernement qui sont dans les différents districts. Ouais. Il y a des très belles choses. On parlait de Châtine. Il y a beaucoup de choses à la fois au musée du Heritage de Châtine, mais aussi au Châtine Town Hall. Je connaissais même pas l'existence. Voilà, non mais donc c'est ça, la difficulté à une langue, à Kwai Tsing. Avec le French May, on organisait beaucoup de choses au Kwai Tsing Theater qui est à Kwai Chung. Donc c'est pas dans le, je vais dire, si on parle en tant que français, c'est pas dans les périmètres où on a l'habitude d'aller naturellement. Donc on voit pas forcément ces choses-là. D'autre part, en termes de communication, c'est généralement là aussi restreint à des périmètres. Donc en étant à Central, j'allais dire, ou sur l'île de Hong Kong, ou même jusqu'à TST, on n'a pas les affiches et la communication d'un certain nombre de choses. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de plateformes aujourd'hui qui communiquent sur l'ensemble de la scène culturelle. Il va y avoir des choses qui sortent parfois dans Time Out, dans Sassy Hong Kong, etc. Ou alors dans des sites locaux en langue chinoise uniquement. Et si on ne la parle pas ou on ne la lit pas, on n'a pas accès à cette information. Donc, il y a la difficulté. Pour le cinéma, le meilleur site de cinéma, enfin pour trouver l'équivalent du Allociné local, est totalement en chinois en fait. Voilà. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils transversal. Ça devrait changer puisqu'il y a des plateformes qui sont en cours de création. dont je peux pas encore parler parce que c'est encore en cours de création, mais il y a des choses qui devraient arriver. Mais donc ça, c'est un peu la première difficulté. Donc j'allais dire, il faut vouloir vraiment aujourd'hui aller voir. Sinon, il y a un site qui est pas trop mal, enfin qui est pas très user friendly, mais qui ressemble pas mal de choses. C'est Urptix en fait, qui est la billetterie du gouvernement pour les salles de spectacle, qui permet de voir un certain nombre de choses. Alors c'est pas user friendly, c'est sa difficulté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir chercher. Mais là, on voit beaucoup de choses et c'est aussi en langue anglaise. Le site est un peu vieillot, mais il y a des choses. Voilà. Donc, mais on peut voir ce qui s'y passe. Ensuite, je recommanderais de regarder déjà certaines compagnies qui sont vraiment très bien et qui présentent beaucoup de choses, qui sont notamment le Hong Kong Ballet, tout simplement dans le domaine de la danse, et une autre compagnie qui est le CCDC, pardon, qui est une compagnie de danse contemporaine aussi. CCDC. Oui, voilà, qui est une compagnie de danse contemporaine aussi, qui présente beaucoup de choses. Donc la danse c'est plus accessible parce qu'il n'y a pas de question de langage déjà, donc c'est plus facile. Ensuite, donc je parlais tout à l'heure d'Opéra Hong Kong, qui présente aussi 1 à 2 opéras par an, d'opéra donc en langue italienne ou en langue française ou anglaise, et de toute façon, même si c'était en chinois, il y a aussi des sous-titres. Et puis ensuite il y a les orchestres. Alors là je parle plutôt de la musique classique, mais il y a les orchestres comme le Hong Kong Sinfonietta, le Hong Kong Philharmonic Orchestra ou le City Chamber Orchestra of Hong Kong, qui présentent de la musique classique très régulièrement
et au City Hall notamment. Donc c'est très facile, j'allais dire, pour les Français, puisque c'est sur l'île de Hong Kong à Central. Et là, il y a pas mal de choses quand même. Après, dans le domaine de la musique actuelle, c'est beaucoup plus réparti. Le jazz est plutôt présent dans les petits clubs de jazz. Donc il y en a à Central, il y en a à Wan Chai, il y en a à Sa Ying Pun, enfin voilà. Parfois des gros concerts de jazz, moi j'ai vu Herbie Hancock, Voilà. Brad Meldo. Exactement, il y a des choses, et là on va le trouver sur Artix par exemple, où là il va y avoir de la promotion. Quand il y a des grosses têtes d'affiche, j'allais dire, on voit de la promotion plus facilement. Avec même des affiches dans le métro, là il y a de la communication clairement. Quand il y a des grosses têtes d'affiches, elles sont pas difficiles à connaître, mais si on parle de un peu au quotidien, si tout d'un coup ce week-end vous avez envie d'aller voir quelque chose, il faut chercher un petit peu plus aujourd'hui. Mais il y a des choses. En termes de cinéma En termes de cinéma, c'est vrai que dans le il y a la Broadway Cinémathèque qui est à Yao Ma Tei, qui présente pas mal de rétrospectives de films, et puis qui a des festivals très régulièrement. Il y a le Asian Film Festival, le Lesbian and Gay Film Festival. Mais c'est un peu l'exception, quoi, parce que si on regarde le cinéma ici, sinon c'est du cinéma blockbuster. C'est vraiment blockbuster, quoi. Donc voilà. il faut. Mais c'est facile. Parce que quand on t'écoute, on a quand même l'impression d'une vie culturelle foisonnante, qui est peut-être vraie. Il y a mais à la des fois choses. quand on vit à Hong Kong, bon, non, il se passe pas mal de choses. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas dans la culture non plus. Il reste du boulot pour. Non, mais il se passe quand même pas mal de choses. La difficulté, c'est qu'on a du mal à le voir et à le savoir. Et que du coup, à différence de la France où il y a quand même beaucoup de bouche à oreille de j'ai vu ça ce week-end, tiens on va voir ça. D'une part, c'est assez réduit dans la durée, c'est-à-dire que c'est généralement sur un week-end ou 2 week-ends maximum. Donc si vous l'avez raté, même le bouche à oreille vous pourra pas vous dire vas-y le week-end prochain, parce que souvent c'est fait, c'est passé. Donc il y a cette difficulté. Et ensuite il y a la difficulté, comme on disait, de l'accès. Mais si on le souhaite, on peut regarder un peu, trouver un peu d'informations, mais il faut aller la chercher aujourd'hui. D'accord. J'espère que ça va changer, ça devrait changer, mais il y a cette difficulté, mais il se passe des choses. Très clairement, il se passe des choses. Et puis aujourd'hui, il y a le West Kowloon Cultural District maintenant, alors qui a là aussi son site direct, donc c'est là encore une autre source d'information, mais le West Kowloon Cultural District présente un certain nombre de choses, des festivals dans le parc. Donc le West Kowloon, tu sais, c'est au pied du ICC. C'est là où va ouvrir bientôt le futur M+ Museum, qui est un grand musée d'art contemporain, qui sera l'un des plus grands au monde, centré notamment sur l'art chinois, mais pas seulement. Donc là, une fois que ça se sera ouvert, ça va aussi faire exploser, j'allais dire, l'offre culturelle à Hong Kong. Mais au pied du M+, il y a le Free Space, qui est une nouvelle salle pour la danse et la musique moderne, enfin moderne et contemporaine, qui présente pas mal de choses. Il y a beaucoup de festivals, notamment de jazz en plein air, qui se passent dans le West Kowloon Cultural District. Donc il y a aussi maintenant ce nouvel espace qui autrefois accueillait Clock and Flap, mais qui donc est assez actif en termes aussi d'événements, et là il se passe des choses presque tous les week-ends. C'est à la fois un espace de promenade super pour aller se balader, faire des pique-niques, et aussi pour y trouver du contenu culturel. D'accord, il se passe beaucoup plus de choses que je ne croyais. Il s'en passe pas mal, mais en effet on ne sait pas forcément. Ouais. Alors tu as aussi travaillé donc sur comment tu l'appelles, c'est le festival Lumière Hong Kong, oui. C'est ça? Exactement. Donc c'est un festival Toi tu es lyonnais Je suis lyonnais d'origine. Il y a un lien avec le... Alors il y a un lien, en D'accord. fait, c'est pas complètement parce que je suis lyonnais que ce festival a eu lieu, mais en 2015 en fait le gouvernement avait avait créé le Mega Events Fund, qui était un fonds dédié pour développer des méga events à Hong Kong et développer l'offre touristique notamment, et s'était rapproché d'un certain nombre d'organisateurs culturels, donc nous à l'époque le French May, pour savoir quels autres grands festivals existants dans le monde pourraient éventuellement être intéressants pour Hong Kong. Donc ils ont fait une survey basically auprès aussi bien des Français que des Anglais que des autres, et se sont vraiment intéressés au festival la Fête des Lumières de Lyon, qui aurait lieu en ce moment si on n'était pas en termes de Covid, qui a lieu autour du 8 décembre chaque année, qui est un festival qui rassemble 3 millions de spectateurs sur un week-end à Lyon, donc c'est énorme. Et donc nous ont demandé si on serait prêt en tant que charité culturelle hongkongaise à organiser ce festival, et en partenariat avec le gouvernement. Et donc en 2017 a eu lieu la première édition de Lumière Hong Kong, qui a présenté donc 17 œuvres d'artistes à la fois français mais aussi hongkongais, un peu partout sur l'île de Hong Kong, donc autour de Central et Soho Mid-Level en fait, qui était un parcours sur 3 nuits d'œuvres lumière. Donc ce qu'on appelle des œuvres lumière, c'est à la fois des projections sur les façades et des sculptures lumineuses.
donc qui était présenté dans l'espace public de manière complètement gratuite. Donc on a attiré à peu près 500 000 visiteurs sur la première édition, ce qui était un beau succès. Et là, c'était un événement qui était complètement de dialogue culturel, puisque toutes les œuvres ont été commandées à des artistes, que ce soit des artistes français, que ce soit des artistes hongkongais, en dialogue, c'est-à-dire en inspiration de Hong Kong et de la culture hongkongaise. Donc par exemple, on avait une œuvre qui représentait des bambous lumineux qui étaient installés dans les fontaines de Statue Square par des artistes français, et donc qui recréent un peu l'idée de ces marais qui étaient l'esplanade de Centrale à l'époque de la construction de Hong Kong. On a eu une œuvre par un artiste français qui s'appelait Yves Moreau sur la façade du City Hall, qui recrée un peu sa perception de la culture hongkongaise. Donc il y avait à la fois des motifs hongkongais, le bruit très significatif des feux verts et des feux rouges quand ils s'allument, le bruit du tram, enfin beaucoup de choses comme ça. Et puis des artistes hongkongais comme Keith Lam ou Kingsley qui par exemple avait installé là aussi dans les bassins de Statue Square des œuvres faites à partir de bateaux en papier sur lesquels les gens allumaient des bougies et qui représentaient le port de Hong Kong, là aussi, qui était une œuvre un peu interactive. Et chaque fois que ces petits bateaux touchaient un capteur sensible, ça émettait une lumière et un son spécifique. Donc c'était une œuvre qui créait en fait en fonction du public. Voilà. J'entends à ta prononciation de l'artiste, du nom de l'artiste, que tu travailles le cantonais. Je me trompe? Oui, j'apprends. Ça fait 9 ans que je suis ici et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. La syllabe, je pense, c'est le NG qui est. Oui. Et donc. C'est 5, c'est ça se dit pareil? C'est 5 également. Ce qui est quand même une syllabe assez étrange. Assez difficile pour nous. Tu l'as fait? Et donc voilà, oui, j'apprends le cantonais pour continuer à comprendre mieux la culture, puisque je pense que le langage est finalement une forme très première de la culture, et je me suis rendu compte en fréquentant beaucoup de Hongkongais que la façon dont les expressions hongkongaises étaient conçues, qui sont très très idiomatiques, qui sont très drôles généralement, crée une grande partie finalement de l'échange et de la façon dont ils conçoivent aussi leur vie, donc c'est intéressant. D'accord, je le souligne parce que c'est assez rare de trouver des étrangers qui apprennent le cantonais, je balbutie, qui le maîtrisent. Donc, déjà de faire l'effort de l'apprendre, t'es déjà dans un pourcentage très réduit, quoi. Donc je te souhaite bonne chance pour la suite. Pas que je parle cantonais, mais... ok, ça nous amène un peu à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc raconte-nous un peu tes activités présentes. Oui, alors après cette fantastique expérience au French May, j'ai décidé que j'avais envie de continuer à développer les échanges culturels finalement entre à la fois mon pays et j'allais dire ma région d'origine, l'Europe et Hong Kong, et notamment avec aussi la Chine qui est beaucoup moins avancé finalement en termes de culture que Hong Kong. Et puis c'est surtout parce que je me suis rendu compte d'un besoin et d'une envie. C'est-à-dire que à la fois d'un besoin parce que beaucoup de musées et d'institutions culturelles faisaient appel à moi régulièrement quand j'étais au French May pour des idées ou pour continuer à programmer des choses que nous avions programmées dans le cadre du French May. Parce qu'il y a énormément de désir en Chine, à la fois par la construction de nouveaux centres culturels, de musées, mais qui, contrairement à l'Europe, ne se sont pas construites autour d'une collection. C'est-à-dire qu'ils ont des infrastructures très belles, très modernes, mais vides de contenu. Donc, quand on n'a pas d'œuvre dans un musée, ça demande encore plus de travail de faire régulièrement venir des choses. Et d'autre part, il y a une vraie appétit culturel, alors ici comme en Chine, de vouloir découvrir des choses, à la fois leurs propres artistes et des artistes étrangers. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une demande très fréquente de vouloir d'abord apprendre en effet d'autres cultures, donc découvrir Picasso, découvrir nos grands artistes, mais aussi pouvoir faire vivre leurs propres œuvres. Donc ça, c'était un premier besoin. Et ensuite, un désir, parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte que j'ai vraiment adoré faire, c'est-à-dire promouvoir ma propre culture et faire ces échanges. C'est très riche, c'est très enrichissant aussi à titre personnel, parce que j'apprends beaucoup. Il y a une grande partie recherche, finalement, et ensuite, il y a une grande partie redécouverte de sa propre culture. Quand on a fait une exposition du Louvre qui couvrait les 800 ans de l'histoire du Louvre, et là, j'ai redécouvert aussi finalement la culture d'où je venais, l'histoire de la culture française, depuis l'Antiquité jusqu'aux créations contemporaines. Et ça, c'est très riche. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est à la fois accompagner des institutions
on va dire chinoises par exemple, qui souhaitent développer, donc présenter des contenus. Donc on va choisir quel est le contenu le plus adapté à leur public, à leur envie, à leur budget aussi, et du coup trouver le partenaire en face qui va correspondre. Alors que ce soit une exposition, un spectacle où on parlait de la lumière, des œuvres qui peuvent aller dans l'espace culturel et qui peuvent créer des festivals, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est important. Beaucoup de villes cherchent aussi à savoir comment faire vivre leur centre-ville, faire vivre leurs espaces. Donc ça, c'est des choses qui se développent beaucoup et que je trouve très intéressantes. Comment on fait interagir la ville avec l'art. Et puis, de manière opposée, comment... donc j'accompagne aussi des institutions culturelles françaises, notamment des musées, des grands musées, qui souhaitent comprendre mieux l'Asie, donc c'est-à-dire se développer ici, connaître les publics pour les attirer, présenter des expositions qui vont pouvoir faire sens et pas être plaquées, éventuellement aussi importer des expositions d'art chinois. Et puis aussi, évidemment, un volet de levée de fonds qui est important, puisque le mécénat et le sponsoring est quelque chose qui se développe tout juste en Asie, alors qu'en France, notamment, on a de plus en plus besoin d'argent, puisque les fonds publics diminuent au fur et à mesure. Et donc, voilà, travailler sur ces projets-là. D'accord. Donc ça va dans les deux sens, échanges culturels, et tu continues un peu sur ton savoir-faire à développer. Exactement. En gros, j'essaye d'avoir la chance de pouvoir faire ce que j'ai fait avec le French May, pas seulement sur la durée du French May, et pas seulement parfois sur des contenus français, pour aussi pouvoir travailler à la pertinence. Et plutôt sur des projets one-shot, où on peut imaginer un jour de redémarrer une sorte de festival Alors, sur Hong Kong, c'est plutôt des projets one-shot, ou alors c'est plutôt de la programmation long terme, c'est-à-dire je travaille par exemple avec des institutions qui souhaitent mener de la programmation régulière, donc mettons toutes les semaines ou tous les mois, organiser des talks, des mini-expositions, des workshops et des choses comme ça. Et ça, c'est ce que j'aime faire, c'est travailler dans la durée, c'est se dire quel est l'objectif qu'on veut développer et comment on va par étapes finalement et on construit. Donc ça, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est ce que j'appelle la stratégie culturelle. Et puis ensuite, il y a des one-shots, bien sûr, quand on parle d'exposition ou de spectacles. Mais je travaille pas mal, notamment ici et en Chine, sur ce qu'on appelle la revitalization en anglais, c'est-à-dire le changement d'usage, voilà, on dirait en français, d'anciens bâtiments souvent. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été le cas en France, bien sûr, qu'on a une très belle expertise dans le domaine du patrimoine. Et notamment, on a beaucoup d'artistes qui savent réaffecter en fait et redécouvrir des espaces. Alors l'un des les plus connus en France, c'est notamment l'Atelier des Lumières à Paris, qui utilise des anciennes usines pour faire présenter un contenu lumineux et de projection. Et donc il y a beaucoup de choses qui commencent à avoir lieu à Hong Kong et en Chine, où on redécouvre un peu le patrimoine. Au lieu de détruire et de faire du nouveau, on se dit tiens, comment changer la destination d'un lieu pour en faire un espace culturel. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que moi j'ai un vrai intérêt pour le patrimoine culturel. Et ça existe déjà un petit peu, ouais, le Qijioba, le 798 à Pékin. Exactement, absolument. Usine. Voilà, ça commence à se redévelopper. Taipei, il y a un ou deux centres culturels, Huashan, Songyan de mémoire, je pense que c'est d'anciennes usines aussi. Exactement, ça absolument. existe déjà un petit peu, quoi. Absolument. Et donc de plus en plus, les institutions publiques chinoises souhaitent éventuellement protéger et conserver une partie de leur patrimoine et en changer la destination. Et donc j'interviens pas mal en conseil et en programmation sur ce genre de choses. C'est-à-dire déjà que faire de ces lieux alors il y a une partie par exemple retail, restaurant dont je m'occupe pas, mais je peux travailler avec des partenaires pour voir comment générer du revenu, évidemment, parce que le culturel n'est pas la partie qui généralement gère le plus de revenus, mais ensuite aussi quelle destination affecter. Donc souvent j'ai travaillé récemment là sur un projet en Chine où c'était des anciens silos à grains et comment aussi remettre l'histoire du lieu dans un contenu culturel. Donc, et c'est là où, par exemple, mon expérience avec les artistes de lumière est très intéressante, c'est-à-dire que comment on va créer une sorte de récit narratif qui va parler de l'histoire
ancienne du bâtiment, son architecture, c'est les gens qui y ont travaillé par exemple, pour créer une narration qui ensuite va être mise en images finalement, et parfois en musique, par des artistes. Et là, la France a un très très beau savoir-faire. Ça me fait penser aussi à, je crois que c'est 1911 à Shanghai. Oui, absolument. Qui est assez dément comme bâtiment. Alors, c'est un ancien nouveau, abattoir, tout en béton, avec une forme qu'on dirait presque design, mais qui à la base était fonctionnelle. Exactement. C'est des couloirs pour faire circuler les bêtes qui allaient se faire abattre. Mais c'est un bâtiment qui vaut le coup d'œil quand on passe à Shanghai. Absolument. Et Shanghai justement vient aussi sur la péninsule, vient de créer à nouveau un grand projet aussi. C'est des Français qui ont géré ça, un grand spectacle permanent de projection luminaire, un peu dans l'esprit d'ici de la Symphony of Light, mais avec une projection qui parle là aussi de l'histoire un peu du bâtiment. Donc il y a beaucoup de choses qui émergent en Chine, et donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'ai la chance de pouvoir travailler en ce moment. Donc ça c'est un peu ma vie actuelle. Et puis je travaille aussi, alors là c'est à plus petite échelle, mais je trouve ça très intéressant avec des marques par exemple, ou avec des property developers, sur comment aujourd'hui changer un peu, faire le pont entre le contenu culturel, le contenu des marques de produits et un contenu culturel. Alors il y a des maisons comme Louis Vuitton qui l'a fait depuis très longtemps, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des artisans derrière et une partie des artistes finalement. Mais du coup, comment remettre les choses en perspective? Donc il y a pas mal de shopping malls qui s'intéressent aujourd'hui à ne présenter pas que des choses commercial du type décoration de Noël et pop-up store, mais aussi peut-être présenter des contenus culturels. Ça, on l'avait fait pas mal dans le French May. On avait organisé par exemple à Pacific Place une exposition sur l'histoire de la chaussure. Donc, comment, dans un grand shopping mall. Dans un grand shopping mall à Hong Kong, comment finalement depuis 1500 ans la chaussure était à la fois un objet du quotidien, mais aussi finalement un objet que les artistes s'étaient approprié, et aussi un marqueur socio-culturel évidemment. On partait de l'Antiquité à la création contemporaine, avec des artistes comme Lou Boutin aujourd'hui très connus. Et donc ça, c'est des choses que j'avais déjà menées dans le cas du French May et que j'essaie de développer. Et puis je travaille avec des marques qui, par exemple, aujourd'hui, notamment dans la haute joaillerie, travaille sur un format artistique finalement, et s'inspire d'artistes, s'inspire de collections, s'inspire d'œuvres, et donc on remet ça en perspective à la fois pour les équipes et pour les clients, de montrer, de pas être dans un seul discours commercial, mais de dire voilà, certes on s'inspire, mettons, de l'époque baroque, mais qu'est-ce que le baroque? Là encore, qu'est-ce que ça a apporté dans l'histoire de l'art? Quelles sont les formes de ce mouvement-là? Quels sont les grands artistes? Voilà, ce genre de choses. Ok, très bien. Donc plein de projets encore, je vois. Oui, c'est super intéressant. Bon, ça nous amène à la fin de cet épisode. Donc je vais te poser la question signature du podcast. Est-ce que après toutes ces années à Hong Kong, est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie, pour hacker Hong Kong, pour mieux travailler ici avec les gens? Alors quelque chose, en tout cas, que moi j'ai appris, c'est et j'utilise toujours cette périphrase assez simple, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que outre la question de la langue elle-même, on a en effet des codes culturels qui sont un peu différents. On parlait en aparté du sujet de perdre la face, qui est très important en culture chinoise. Et donc, quelque chose que j'ai compris, c'est que pour faire passer un message au mieux, au lieu de faire comprendre qu'il y a une erreur qui a été commise ou que quelque chose est faux, c'est de trouver le moyen de pouvoir traduire ça en leur faisant eux-mêmes comprendre là où les choses ne marchent pas. C'est-à-dire de pas dire il y a une erreur, c'est faux, mais de dire voilà, ça ne marche pas, tiens, quelle peut être selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché et autres, et donc de faire une espèce de maïeutique comme ça, et de faire en sorte que la compréhension vienne directement des interlocuteurs locaux qui se disent ah oui tiens peut-être en leur montrant des exemples et autres, et qui se disent ah bah tiens oui on a compris, en effet notre sujet est off en fait, et donc on va travailler dans ce sens-là. Et ça marche aussi pour les Français, c'est-à-dire que je me suis rendu compte quand on montait certaines grandes expositions, on présentait des choses du côté chinois et tout de suite ça bloquait, et ils se disaient ah mais on fait pas du tout comme ça. Et justement c'était de dire bah super, si on fait pas du tout comme ça veut peut-être pas dire que c'est faux, mais pourquoi ça vous est présenté de cette manière-là par nos amis hongkongais? C'est justement parce que il y a une façon de le recevoir du côté du public qui est différente, et donc ça revient à ce que je disais, c'est l'apprentissage mutuel. Mais je pense que donc pour gérer la perte de face en particulier, pour gérer la perte de face, apprendre à être un peu moins direct dans la manière de s'exprimer. Exactement. Et tu as été capable après de l'appliquer même aux Français, voilà, qui après peut-être sont plus têtus là. Tu me dis que tu essaies de leur faire non pas forcément, parce que c'est justement de
montrer que on n'est pas dans un blanc-noir, mais que peut-être justement on peut apprendre de chaque côté, et que si eux pensent à présenter les choses différemment, c'est peut-être qu'il y a une façon culturelle, traditionnelle depuis des centaines d'années de recevoir les choses d'une manière un peu différente. Ici notamment, on est beaucoup plus dans l'apprentissage par cœur, notamment à cause de la langue. Comme la langue c'est un ton, il n'y a pas vraiment à comprendre, il faut juste apprendre la note de musique d'une certaine manière. L'éducation est basée pas mal sur le par cœur. L'éducation est basée sur le par cœur, et je m'en suis rendu compte en apprenant moi-même le cantonais, c'est beaucoup parce que il n'y a pas tout à comprendre. Parfois c'est juste le mot est comme ça parce que il sonne comme ça. Et les caractères, il faut l'apprendre comme ça. Par rapport à un alphabet européen, c'est... Exactement. Et donc ils ont quelque chose d'assez littéral, et donc parfois essayer de peut-être transmettre les choses de cette manière, dire ils sont dans un apprentissage comme ça un peu scolaire, essayons de leur montrer que on peut apprendre différemment, et notamment la question de la créativité est quelque chose qui manque relativement ici, mais qui est lié à l'éducation, c'est-à-dire que rarement on leur demande de faire appel à leur imagination. Ici c'est quelque chose que j'ai réalisé, et donc ça c'est quelque chose qui tout de suite pose un peu un choc culturel quand on dit non mais simplement imaginer. C'est vrai que nous en tant que au contraire manager français, souvent on s'adresse à des équipes en disant je vous laisse, voilà le brief, proposez-moi quelque chose fait. Et c'est quelque chose qui les bloque, souvent on s'en rend compte, parce qu'ils n'ont jamais appris à faire ça, et que s'il n'y a pas un cadre directeur, c'est compliqué. Et donc je pense que là c'est quelque chose qui peut aller dans les deux sens, c'est à la fois leur apprendre à cultiver leur imagination, et de l'autre côté nous à ne pas dire oh là là ils n'ont aucune imagination, etc. Au contraire, se dire donnons peut-être un cadre un peu plus restreint dans la consigne, j'allais dire, pour les aider à tout doucement arriver vers quelque chose qui va forcer leur imagination, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel dans leur apprentissage. Ça peut être un vrai blocage sur l'imagination. Moi, je l'ai même vu sur des choses sur se projeter dans le futur. Par exemple, quand on parle d'un budget, ça te semble normal que il faut se projeter sur l'année prochaine, combien je vais dépenser. Tu sais pas, mais il faut sortir un chiffre. Exactement. Et avec des équipes chinoises, parfois j'ai vu un blocage culturel. Je me disais, mais je sais pas comment je peux deviner. Exactement. C'est vrai qu'on est un peu désemparé. Après, ça arrive. Il y a cette chose, il faut apprendre à travailler. Absolument. Et le plus flagrant, en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai pas mal d'amis qui ont des enfants et qui sont aussi en classe avec des enfants hongkongais, et quand à des Français on leur dit dessine quelque chose, fais un dessin, tout de suite ils vont dessiner n'importe quoi, alors que les Hongkongais vont dire qu'est-ce que je dois dessiner, et ça c'est assez différent, c'est-à-dire qu'ils attendent à ce qu'on leur donne quand même un thème, une consigne, quelque chose, alors que en France, nous on est habitué à ce qu'on dise dessine, je sais pas, inspire-toi de quelque chose que tu vois, ou inspire-toi de quelque chose que tu imagines. Et donc là, je pense que c'est en effet une distance culturelle forte qu'on peut tout à fait combler, mais ça explique beaucoup de choses, et partant de ce principe, pour moi, je me suis rendu compte, donc voilà, c'est pareil, finalement dans la consigne, dans le brief, ne pas leur dire réfléchis, ce qui finalement ne veut rien dire pour eux, dire peut-être prends le problème de cet angle-là, ou essaie de chercher tel type de choses. Voilà, les amener, je pense, à un mode de fonctionnement qui est plus habituel pour eux. D'accord, non, c'est passionnant, on pourrait passer des heures à parler de ça. Mais on va s'arrêter ici. Je te remercie, Julien Loïc. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!